Aujourd'hui, on plonge dans une histoire troublante et fascinante qui s'est produite aux États-Unis en octobre 2021. Un scénario digne d'un thriller. Après avoir été déclaré en état de mort cérébrale, vous vous réveillez alors que l'on s'apprête à vous prélever vos organes. C'est ce qui est arrivé à Thomas J. Hoover, dit TJ, un homme du Kentucky. Son histoire soulève d'importantes questions, non seulement médicales, mais aussi juridiques et éthiques. Dans cet épisode, nous allons analyser ce cas sous l'angle du droit français et examiner les conséquences d'un tel événement dans notre pays. Préparez-vous pour une enquête captivante. L'histoire incroyable de TJ Hoover. Commençons par les faits. En octobre 2021, Thomas J. Hoover, 36 ans, a été transporté d'urgence dans un hôpital suite à une overdose. Les médecins l'ont rapidement placé sous surveillance intensive, mais ils ont conclu qu'il ne montrait plus aucun signe d'activité cérébrale. Alors il a été déclaré en état de mort cérébrale, une condition où les fonctions du cerveau sont irréversiblement endommagées. Comme TJ avait autorisé le don d'organes, sa sœur Donna a accepté de le débrancher pour que ses organes puissent être prélevés. L'hôpital a même organisé une cérémonie en l'honneur de ce don. Tout semblait suivre son cours, jusqu'à ce que Donna remarque que son frère ouvrait les yeux et qu'il semblait suivre ses mouvements de main. Quand elle en a parlé au personnel, on lui a assuré qu'il ne s'agissait que de simples réflexes, un phénomène dit fréquent chez les personnes en état de mort cérébrale. Mais à la surprise générale, alors que TJ Hoover était déjà en salle d'opération pour le prélèvement, il s'est subitement réveillé. Imaginez l'horreur et la stupéfaction de l'équipe médicale. Une situation cauchemardesque. Aujourd'hui, TJ est toujours vivant, mais il souffre de lourdes séquelles. Il a des difficultés à marcher, à parler, et ses capacités cognitives sont gravement atteintes. Une enquête fédérale a donc été ouverte pour déterminer les circonstances de cette erreur médicale. Maintenant, voyons ce qui se passerait en France. Le don d'organes en France est très encadré par la loi et repose sur un principe de solidarité. Tout citoyen est donneur par défaut, sauf si vous faites la demande d'être inscrit sur le registre des refus. D'ailleurs, il y a eu une augmentation monstre de ces demandes depuis cette affaire en France. Et en France, pour qu'un prélèvement puisse avoir lieu, des règles strictes doivent être respectées afin d'assurer que le patient est bien décédé. Alors quels sont les critères de la mort cérébrale ? Il y en a 3. Une absence totale de conscience et d'activité motrice spontanée. Ça, c'est le premier critère. Une abolition des réflexes du tronc cérébral. Et enfin, une absence d'activité respiratoire spontanée. C'est le troisième critère. Ces critères doivent être confirmés par 2 électroencéphalogrammes plats réalisés à plusieurs heures d'intervalle ou par un angioscanner cérébral montrant une absence de circulation sanguine au niveau du cerveau. J'espère que je vous ai pas perdu jusque-là, parce que moi je suis perdu déjà. Si ces critères ne sont pas respectés, il est impossible de déclarer légalement une personne en état de mort cérébrale. En conséquence, un prélèvement d'organes ne peut avoir lieu. Les responsabilités en cas d'erreur. Dans un cas similaire à celui de TJ, si une personne se réveille après avoir été déclarée morte en France, plusieurs responsabilités seraient engagées. Les premiers, c'est les médecins. Ils pourraient être accusés de faute professionnelle grave, voire d'homicide involontaire, si l'erreur conduisait à des conséquences tragiques. Si des étapes cruciales des tests ont été négligées, la responsabilité individuelle des praticiens pourrait être mise en cause. L'hôpital aussi pourrait voir sa responsabilité engagée pour négligence ou défaut de protocole. En France, les hôpitaux sont soumis à des contrôles très stricts en matière de prélèvement d'organes. Et toute défaillance dans le respect des procédures pourrait entraîner des sanctions graves. Puis ensuite, la famille. En France, même si tout citoyen est donneur par défaut, la famille doit être informée du prélèvement et donner son accord explicite. Si l'information n'a pas été correctement transmise ou si l'accord de la famille a été obtenu de manière trompeuse, la famille pourrait engager des poursuites contre l'hôpital. Les conséquences juridiques et éthiques du réveil de TJ. Ce cas soulève également des questions éthiques profondes. Le don d'organes repose sur une confiance absolue entre les patients, leurs familles et les professionnels de santé. Lorsque cette confiance est rompue, cela peut avoir des répercussions importantes sur l'ensemble du système de don. Pour le système de santé déjà, si une telle erreur se produisait en France, il est probable que le système de santé soit soumis à une révision importante des protocoles et des procédures de prélèvement. Une enquête judiciaire pourrait conduire à des recommandations pour renforcer les contrôles, augmenter les vérifications avant prélèvement et s'assurer que de tels incidents ne puissent pas se reproduire. Il y a également les séquelles pour la victime. Comme nous l'avons mentionné, TJ souffre de séquelles graves.
Dans un contexte juridique français, il pourrait être indemnisé pour les dommages subis, que ce soit à niveau physique, psychologique ou financier. Une action en justice contre l'hôpital pourrait lui permettre d'obtenir une réparation pour les erreurs commises. Alors, le cas de T.J. Hoover n'est pas le premier du genre. Il existe plusieurs exemples dans l'histoire médicale où des patients ont été déclarés morts à tort. L'un des plus célèbres est celui de Val Thomas, une Américaine de 59 ans, déclarée morte après 17 heures sans activité cérébrale. Elle s'est réveillée juste avant qu'on prélève ses organes et a prouvé encore que la science n'était pas infaillible. Pour conclure, l'histoire tragique de T.J. illustre les enjeux médicaux, juridiques, éthiques autour du don d'organes et de la déclaration de mort cérébrale. En France, un tel incident serait probablement suivi d'une enquête judiciaire et d'une révision des protocoles médicaux. Heureusement, les procédures en place minimisent ces risques, mais cette histoire nous rappelle que la vigilance est toujours de mise. Erreur médicale, que faire, maître? La première chose à faire, c'est de récupérer votre dossier médical auprès des établissements de santé qui vous ont pris en charge. Ensuite, si vous avez été mis en arrêt de travail, récupérez vos arrêts de travail. La CCI ou le tribunal répondra à la question suivante: êtes-vous victime d'une faute médicale? Êtes-vous victime d'un aléa thérapeutique? Ou êtes-vous victime d'une infection nosocomiale? Parfois même les trois. Viendra ensuite la question de l'indemnisation de vos préjudices. Compte tenu de la complexité de ces procédures, que ce soit une procédure CCI ou une procédure tribunal, je vous conseille vivement d'être accompagné d'un avocat intervenant spécifiquement en dommages corporels. Merci d'avoir suivi cet épisode de Télédroit. J'espère que vous avez trouvé ce sujet fascinant. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire et partager vos réflexions. Vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à découvrir la première vidéo de cette série Affaires spéciale Didi, où je vous raconte les 5 faits complètement fous sur son nouveau quotidien derrière les barreaux. Croyez-moi, entre les petites manies de Didi en cellule et les surprises inattendues de la vie carcérale, il y a de quoi rester bouche bée. Allez la voir et vous me dites ce que vous en pensez. À très vite pour une nouvelle vidéo. L'avocat de Didi a pris la parole, et c'est assez rare. En exclusivité pour vous, chers spectateurs de Télédroit, voici la séquence à la sortie du tribunal. Je ne parlerai de rien d'autre que ce que j'ai dit au tribunal ou dans les journaux. Vous avez d'excellentes questions, mais je n'entrerai pas dans les détails. Je vais juste m'en tenir aux documents judiciaires. Comme vous le savez tous, j'ai fait une demande aujourd'hui pour ce que nous appelons une ordonnance de silence. Et je ne pourrai rien faire d'autre que d'être à la hauteur de vous répondre à ça pour le moment. Pas d'autres questions. Je voudrais bien vous aider, mais je ne le ferai pas. J'y retourne et je vais parler à mes confrères. Voilà la stratégie de l'avocat de Didi.